Parfait. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire de ce jour. Alors, on va faire une présentation de certains points avec Émeric et aussi Laetitia qui n'hésitera pas à intervenir. L'idée, c'est qu'on essaye de faire quelque chose le plus interactif possible, parce que je pense que vous avez des questions et nous, on fera notre possible pour y répondre. Donc, je vais vous présenter les intervenants, mais il y a effectivement Emeric, qui est responsable de déploiement chez Collecto. Emeric, je te laisse finir de te présenter. Oui, donc merci Lilian, bonjour à tous. Emile Paloma, je suis responsable de déploiement Collecto au sein de la Caisse Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Et je suis accompagné de Laetitia, aussi de Collecto, qui est responsable marketing terrain. Laetitia, si tu veux nous dire un mot. Et voilà, tu as tout dit. Moi, j'accompagne, donc Collecto, c'est une solution du Crédit Agricole, donc j'accompagne les caisses régionales pour communiquer sur Collecto auprès de vous, pour le faire connaître et expliquer les facturations aussi, qui est un enjeu important pour chacun de vous. Parfait. Et donc moi-même, Lilian Fourcalier, chargé de mission numérique à la CCI du Tarn. Mais bon, pour certains d'entre vous, vous me connaissez depuis longtemps et j'irai pas plus loin. Et effectivement, la CCI a bien compris que c'était un sujet très important et nous faisons en sorte de pouvoir accompagner les entreprises du mieux que nous pouvons sur ce sujet qui va être un des sujets brûlants de cette année 2025 et encore plus sur 2026. Donc, maintenant on va démarrer. Ben, Émeric, c'est toi qui fais la première partie. Je te laisse faire. C'est parti. Alors, donc on va commencer par une petite contextualisation, un petit rafraîchissement sur la réforme de la e-facturation à venir. La réforme de la e-facturation, c'est quoi? C'est 100% des clients assujettis à la TVA qui doivent souscrire à une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire, d'ici septembre 2026. Il y a deux jalons clés, deux échéances clés. C'est l'obligation de réception à septembre 2026 de ces factures électroniques et l'option d'émission à septembre 2027. Cette obligation de souscrire à une PDP, c'est une réforme qui est bien ancrée et une course aussi à l'adoption des PDP. Depuis novembre 2024, la course s'accélère rapidement pour les professionnels avec l'abandon du PPF qui était l'ambition de l'État de proposer une plateforme commune pour pouvoir gérer ces e-factures. Et comment s'articule la PDP concrètement, c'est quoi? Vous avez le petit schéma qu'on aime bien appeler chez Collecto le schéma en Y. C'est une plateforme émettrice, une PDP émettrice, qui va émettre la facture vers une PDP de réception. Au milieu, on va avoir l'État qui va jouer un rôle de collecte, surtout de collecte de données de TVA pré-remplies et qui va permettre de lutter contre la fraude à la TVA, de s'assurer aussi que tout est bien rempli et tout est bien cadré en termes de récupération de TVA. Donc, on ancre bien cette réforme avec des jalons clés. Le premier jalon, je le répète, c'est septembre 2026 avec l'adoption de la PDP pour la réception des factures et 2027 pour l'émission de ces factures. Je sais pas. Il y a un peu de délai quand je passe une slide. Ok. Concrètement, il faut séparer la PDP, donc qui est une plateforme agréée de l'État. PDP, le dernier P, c'est partenaire, donc c'est bien évidemment, comme on l'a vu avec le petit schéma en Y, partenaire de l'État. Globalement, les fonctions clés, comme on l'a déjà dit, ça va être d'être capable d'émettre ces factures qui respectent les normes de la réforme et de recevoir ces factures aussi qui respectent cette réforme. Et au milieu, on va avoir, comme on l'a vu sur le schéma Y, avec la récupération vers l'État des données pré-remplies de TVA, le e-reporting et e-invoicing. De l'autre côté, on va avoir aussi des opérateurs de dématérialisation. Il faut bien les différencier. Ces opérateurs de dématérialisation, ce ne sont pas des partenaires et des prestataires agréés par l'État.
ce ne sont pas techniquement des PDP. En revanche, elles sont souvent adossées techniquement à une PDP. Leur fonction clé, c'est d'accompagner les entreprises dans la e-facturation, dans le formatage et dans la conversion des documents. Euh, En revanche, ce n'est pas une interface de PDP, pas une interface agréée et qui ne respecte pas les normes en termes de forme envoyées directement et récupérées par l'État de la facture. Alors, je pense que Lilian, je pense que c'est toi qui passes les slides parce que je n'arrive Non, pas c'est à les toi. passer. C'est toi. Tu as un Un peu de petit délai, délai de c'est bien latence, moi? mais c'est bien Ok. toi. Parfait, ça marche bien alors. Euh, donc concrètement, on a vu le rôle de la PDP, de cette plateforme de dématérialisation. L'objectif, c'est bien de faire de la e-facturation, hein. C'est le rôle de la réforme. Une facture qui va respecter cette norme, cette réforme e-facturation, alors, oui, parfait. Ah, ça, c'est moi qui Ce fais un n'est bug. pas, ce n'est pas un PDF envoyé directement vers une plateforme réceptrice. Ce n'est pas une facture papier scannée ou un document également transmis par une plateforme non agréée. C'est bien une facture donc, qu'on appelle au format facture X ou bien aussi UBL ou C2I. Et ce sont on le verra après, on a un exemple de format type de facture dans le bagage qu'on vous présente. C'est un format en fait qui est composé de métadonnées qui permettent justement à l'État, au milieu, de pouvoir récupérer ces informations. Donc deux volets obligatoires, on les a déjà dit, être capable d'émettre ces factures et être capable de recevoir ces factures. Il y a aussi du coup la mission de e-reporting au milieu. On l'a déjà vu dans le petit schéma en Y. C'est l'obligation d'être capable de transmettre ces données au milieu à l'État, ces données, ces métadonnées, cet ensemble de données, euh, pour pouvoir extraire ces factures adaptées au bon format. Je pense que j'ai dû Non, c'est bon, tu as passer. changé de slide. C'est bon? Donc, vous le voyez, on vous fait un petit comparatif de ce qu'est et ce que fait une PDP, et à l'inverse, ce que ne fait pas, les coches que ne casse pas, les cases que ne coche pas, pardon, un opérateur de dématérialisation. Donc, l'agrément de l'État, c'est le point principal. La PDP est la seule agréée par l'État. C'est d'ailleurs une obligation hein, pour se prétendre PDP d'être agréé par l'État. La transmission des reporting directs, c'est le cas et c'est un peu le cœur du sujet de la PDP, tandis qu'un opérateur, lui, sera forcément adossé à une PDP pour être capable de le faire. L'émission et la réception de factures, elle existe dans les deux cas. Elle sera faite de manière indirecte et adossée à une PDP pour un opérateur. L'interopérabilité totale, c'est le principe hein, de la PDP, c'est de pouvoir émettre ces factures et les envoyer vers une PDP réceptrice, et ce sera le cas pour toutes les PDP agréées par l'État. Et enfin, idéal pour, alors c'est idéal pour tous les types d'entreprises qui cherchent à être conformes à la réforme et qui cherchent aussi à être capables d'automatiser, de sécuriser les cycles complets de facturation de mes factures de vente, de mes factures d'achat pour la PDP. De l'autre côté, sur les opérateurs de dématérialisation, c'est un support qui peut être utile pour les TPE, mais c'est un support qui est surtout utile pour les éditeurs de logiciels et les prestataires qui souhaitent sous-traiter la transmission des factures. Généralement, les solutions de PDP sont payantes, surtout adossées aux différentes offres que proposent les PDP. Tandis que sur les opérateurs, c'est un peu plus spécifique et ça peut être le cas aussi dépendant également de la PDP à laquelle elle est adossée. Ça prend décidément un peu de temps. Donc voilà, comme je vous le disais, on a ici un exemple
spécifique de facture au format réglementaire. Vous voyez à gauche une facture format PDF classique, comme vous envoyez assez régulièrement. De l'autre côté, la facture au format FactureX, qui est le format réglementaire. C'est ce qui est envoyé d'une PDP émettrice vers la PDP réceptrice. Je vous rassure, les PDP, l'objectif est bien d'avoir de votre côté également la facture dans un format lisible, dans un format PDF généralement. Et les outils sont capables de fournir les deux. On a vu un peu ce qu'était une PDP. On va s'attarder un petit peu sur les choix des partenaires, les choix des plateformes. Plusieurs critères rentrent en compte dans la sélection de sa solution, surtout au vu des métiers et des prérequis côté entreprise. Tout d'abord, une solution hébergée en Europe, c'est toujours le mieux. Vous allez traiter des données clients, des données fournisseurs, des données financières de vos entreprises. Le fait que ces données puissent être hébergées en Europe, à minima, c'est quelque chose de relativement important et on le sait aujourd'hui avec les risques cyber, etc., qui arrivent sur le marché en ce moment. L'autre point, c'est de pouvoir s'assurer que l'outil qu'on sélectionne va être non seulement un outil conforme à la réglementation, une PDP agréée par l'État, mais aussi un outil qui va me permettre un gain de productivité significatif. Lilian vous en parlera un peu plus tard, mais aujourd'hui, on voit que une facture, avec l'adoption d'une PDP ou l'adoption de Collecto en particulier aujourd'hui, et ben c'est 10 minutes, 15 minutes même d'économiser par facture et 12 euros par facture. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain de productivité et c'est aussi l'assurance pour les professionnels de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. C'est aussi de choisir une solution pérenne parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs techniques et fournisseurs informatiques proposent des solutions, sont aujourd'hui des startups. Et on sait que dans le climat actuel, une startup, dans 5 ans, 10 ans, et ben, elle peut avoir bougé, elle peut avoir changé de métier, elle peut ne plus exister. Donc, l'importance de choisir une solution pérenne dans le temps, surtout au vu des sujets dont on a parlé, hein, est très importante. C'est de pouvoir s'assurer aussi un support facile, accessible par la relation humaine, avoir un conseiller direct, un conseiller en France qui plus est si possible, pour avoir des relations vraiment fluides, pour avoir aussi une solution adaptée à ses besoins, pour avoir un sentiment de compréhension, un accompagnement dans son parcours d'adoption de sa PDP, mais également dans son parcours de personnalisation de l'offre en fonction de son besoin. Et enfin, c'est de pouvoir valider la robustesse de la solution. C'est de pouvoir s'assurer une sécurité informatique. Aujourd'hui, beaucoup de PDP ne sont pas forcément adossés à des banques, donc n'ont pas forcément le bagage technique en termes de robustesse d'une banque. Nous, c'est le cas avec Collecto. On est complètement adossé au Crédit Agricole et on bénéficie de ces hautes exigences techniques bancaires. Voilà les critères de choix à retenir sur la sélection d'une PDP pour avancer dans les meilleures conditions. Pour ça, Collecto propose une offre complète. Collecto, c'est un hub de gestion administrative et financière qui se base sur 3 piliers. Au milieu, on va avoir, je commence par la fin, hein. Au milieu, on va avoir le pilier gestion bancaire et prêt comptable, où on va être capable, avec la solution Collecto, de faire de l'agrégation bancaire, de faire son suivi de trésorerie, de pouvoir aller jusqu'à la pré-comptabilité en faisant de la justification et du rapprochement bancaire, et de pouvoir même aller jusqu'à un export de données pré-comptables, pré-remplies à mon comptable pour fluidifier et vraiment améliorer en termes de gain de temps et d'efficacité la relation avec mon comptable. Mais on a aussi 2 piliers qui font partie de l'offre essentielle, on va dire, de Collecto. Le pilier vente, où là, je vais être capable de gérer mes factures de vente, créer un devis, créer une facture, valider ma facture,
On peut aller jusqu'à la signature électronique des devis et la signature des factures. Et de l'autre côté, le parallèle, c'est le pilier achat avec mes factures d'achat, la centralisation de mes factures d'achat, de pouvoir aussi avoir de manière référencée au même endroit mon annuaire fournisseur, mon annuaire client aussi côté vente, hein. Mais donc de pouvoir gérer vraiment toutes ces factures d'achat, ces factures de vente, leur envoi, leur validation, leur paiement, etc. Et d'avoir réellement une solution très complète avec la partie gestion bancaire et pré-contact qui me permet d'avoir un réel hub agrégé de mes solutions bancaires, de mon suivi de trésorerie et de pouvoir piloter mon entreprise de manière très simple et efficace. Le gain de temps et d'énergie, il est ici avec Collecto. En synthèse, l'offre Collecto, c'est une offre modulable. On l'a vu, on a ce module essentiel qui va comprendre une partie achat, une partie vente et une partie gestion administrative et financière. Mais on va aussi avoir des modules supplémentaires adaptables en fonction du besoin client. On va avoir des modules supplémentaires, par exemple, sur la vente, avec les relances automatiques sur mes factures impayées. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet assez présent, hein, les relances en termes de temps, les risques aussi de non-paiement, de retard de paiement chez les professionnels. Donc, c'est quelque chose qui est capable que l'on est capable de proposer avec Collector. On va aussi avoir un module supplémentaire sur l'achat avec la capacité d'aller capter mes factures dans mes portails fournisseurs, Bouygues, SFR, etc. Ou aussi de faire de la récupération de factures automatiques via une adresse mail générique Collecto et de pouvoir retrouver toutes ces factures très rapidement et très simplement dans la solution Collecto. C'est une offre sur mesure qui s'adapte vraiment aux besoins et au contexte des entreprises avec lesquelles on travaille. C'est un service bancaire qui est aussi multi-entreprise. On a la capacité de faire de l'agrégation bancaire et aussi du rapprochement bancaire. Et on a cette capacité de le faire aussi pour les entreprises en multi-sirène. Donc, on est vraiment capable de gérer pour un chef d'entreprise, de gérer des entreprises en holding, de gérer des entreprises différentes avec plusieurs numéros de SIRET. C'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs aussi un gain de temps et de praticité énorme. C'est aussi la simplicité des processus. C'est vraiment ce dont on parle chez Collecto. C'est d'être capable de collaborer efficacement. Donc, d'être capable, moi, de travailler efficacement en tant que chef d'entreprise avec Collecto, mais d'être capable aussi de donner des accès spécifiques à mon comptable, à mon DAF, à mon ou à ma secrétaire, des espaces qui seront cloisonnés pour eux si je le veux, je peux le personnaliser, et de pouvoir travailler de manière concrète et faire corps avec tous les interlocuteurs clés de mon entreprise. Et enfin, c'est un accompagnement humain. Chez Collecto, sur tout le long du parcours d'inscription, vous serez accompagné des experts Collecto, qui sont des personnes réelles, hein, et qui vont vous accompagner dans la définition de votre besoin et la proposition d'une solution adaptée à vos besoins. Voilà pour l'offre Collecto. Je ne sais pas, Lilian, si tu veux peut-être prendre des questions. Je vois qu'on en a dans le On va chat. prendre déjà les deux premières questions avant ma partie. Effectivement, il y en a deux qui sont intéressantes. La première, quand on a l'obligation de déposer sur Chorus pour les collectivités, va-t-on devoir également les déposer sur cette plateforme? Donc la question, c'est est-ce qu'effectivement, à travers Collecto, j'ai un accès à Chorus ou il faudra toujours que j'ai cette notion de séparer d'un côté Chorus et d'un côté PDP? En fait, je vais prendre la question. En fait, la Chorus Pro, c'est la PDP de l'État, en fait, de l'État, en fait. Donc, vous ferez vos documents sur votre PDP choisi et ça l'enverra directement sur la PDP de l'État, qui est en l'occurrence Chorus Pro. Donc, voilà, donc vous n'aurez pas à vous connecter sur Chorus Pro pour faire une démarche de déposer vos factures, etc. Donc, c'est un gain de temps aussi pour vous, hein. Voilà. Voilà, parce que clairement, les gens pouvaient se dire aujourd'hui, ben, j'ai un PDP pour une facturation B2B et un PDP en facturation en collectivité, ce qui aurait été très compliqué. Mais aujourd'hui, les PDP ont une passerelle
donc certains d'entre eux, parce que je suis pas sûr que tous les bien pris en compte, donc ça fait aussi partie des critères à regarder, avec Chorus Pro pour simplifier et justement avoir un tableau de bord unifié. Je pense que ça aussi c'est très important. Exactement. Totalement. La majorité des entreprises n'ayant pas les compétences nécessaires pour vérifier tous ces 5 critères, le fait que la plateforme est agréée suffit-il? Ouais, bah, c'est une très bonne question parce qu'en fait, Émeric l'a souligné, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés sur cet enjeu parce que vous imaginez bien que c'est une opportunité de proposer des solutions à beaucoup d'entreprises qui jusque-là n'en prenaient pas, hein, parce que l'avantage aussi de prendre une PDP, enfin en tout cas d'un hub de gestion comme le propose Collecto, c'est d'avoir accès à des outils qui étaient auparavant accessibles à des grandes entreprises. Donc là, vous allez avoir accès à des tableaux de bord de gestion unifiés avec tous vos flux entrants et sortants. Et est-ce que le fait d'avoir une PDP est suffisante pour valider les 5 critères qu'on a évoqués? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, à date, il y en a 92. Donc sur les 92, imaginez bien qu'il y a des logiciels de comptabilité qui sont positionnés, il y a des banques comme nous, il y a des acteurs qui se sont créés ex nihilo, voilà, qui sont sortis de nulle part. Et comme le soulignait Émeric, il y a des financements divers, des fonds d'investissement, des banques, des acteurs privés, etc. Donc ça ne suffit pas, faut être attentif. Je compléterai ce qu'a dit Emery par le fait qu'il faut bien vous poser la question de ce dont vous avez vous besoin. C'est-à-dire que quel volume de facture vous avez besoin? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir sur cet outil de gestion? Euh, Est-ce que vous avez plutôt besoin d'avoir un module vente ou un module achat? C'est quoi votre typologie d'activité? Voilà, tout ça, ça vous permet de faire le tri. Et après, rien ne vous empêche de, voilà, quand vous avez sélectionné quelques PDP, d'aller poser toutes ces questions, hein, voilà, où sont hébergées vos données, etc. C'est pas tout le temps des choses qui vont être mises en avant, mais vous êtes tout à fait légitime pour poser ces questions. C'est quand même toutes vos données d'entreprise qui sont sur ces plateformes. Donc, faut pas hésiter à aller creuser un peu ces informations-là. Et Pour je me compléter permettrai très de... rapidement, Bon, pardon, vas-y, Brick. pour compléter très rapidement ce que dit Laetitia, on est dans le cœur du sujet, hein. L'objectif est bien de faire de cette réforme et de faire de la dématérialisation un avantage pour vous en Mm. termes de gain de temps et en termes d'économie aussi, avec des plateformes qui sont adaptées à vos besoins, qui respectent ces critères et qui sont capables de vous donner une solution sur mesure en fonction de vos besoins pour vous accompagner dans le temps et vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc on est totalement dans le sujet quand on va pousser plus loin et quand on va vraiment chercher ces critères qu'on regarde chez les PDP. Alors, en complément, si vous allez sur le site de l'État et on vous mettra les liens à la fin, effectivement, il y a 92 entreprises qui, pour l'instant, acteurs qui sont euh, pré, euh, pré-certifiés, parce qu'ils sont pas encore, il n'y a pas eu la certification finale de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il n'y aura pas les 92 qui passeront cette certification. Donc une certification qui est en attente. Et a priori, je pense que les choses devraient se décanter assez vite. Et en plus, il faut être vigilant parce qu'il y a certains acteurs qui sont même canadiens, donc c'est-à-dire qui ne sont même pas européens, et donc avec aussi des difficultés qui peuvent être liées au RGPD, certaines choses. Exactement. Ah, alors, les questions qui viennent, on va les traiter de suite. Lorsqu'on utilise un ERP, est-on obligé d'utiliser le PDP recommandé par l'éditeur de l'ERP ou peut-on choisir n'importe quel PDP? Non, vous n'êtes pas obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir librement la PDP que vous souhaitez. Si l'interface vous convient, si ça vous semble plus simple dans une petite gestion au quotidien, etc., vous n'êtes pas du tout obligé. Après, il faut vérifier si, il y a une interopérabilité entre les deux outils, soit par une API, soit un connecteur, etc. Il faut bien un moment que les informations transitent vers votre ERP, mais vous êtes tout à fait libre dans le choix de votre PDP, hein. Tout à fait. Euh, je soulignerai que Cegid et Sedge se sont positionnés comme PDP. Moi j'y vois un inconvénient, c'est que si jamais vous êtes en full Cegid ou en full Sedge, ok, vous aurez toute la chaîne logique, mais de l'autre côté, vous serez complètement dépendant de cet acteur-là. Donc ça, je pense qu'il faut être assez vigilant.
Et ensuite, pour répondre à Véronique sur l'obligation des micro-entreprises qui sont exonérées de TVA, aujourd'hui, la réforme s'applique aux entreprises seulement qui sont assujetties à la TVA. Mais on sait très bien ce qui est en train de se passer. A déjà fait une première attaque. Là, il en fera une deuxième l'année prochaine sur la prochaine loi de finances. J'en suis persuadé. Les taux des micro-entreprises vont baisser parce que l'objectif de l'État, il est simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, par le biais de cette réforme-là, toutes les entreprises à la fin soient dans des flux dématérialisés et qu'on ait une vision et qu'ils aient la vision assez claire de tout ce qui se passe en termes économiques. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les micro-entreprises ne sont pas assujetties, mais elles vont y arriver assez rapidement. Oui, puis il faudrait être en capacité, vous ne serez pas obligé d'émettre des factures formalisées, etc., mais vous serez en capacité de les recevoir. Donc à un moment, il faudra quand même choisir une PDP. Et après, quand même, je bouclerai avec ce que disait tout à l'heure Emmerich, c'est-à-dire que oui, il y a une obligation réglementaire, oui, il faut passer par un outil pour émettre et recevoir des factures, mais je pense aussi pour des TPE ou des micro-entreprises comme les vôtres, c'est aussi l'opportunité d'avoir un outil de gestion. Et si aujourd'hui vous faites de l'Excel ou vous avez un classeur papier, ou vous avez des dossiers sur un cloud, choses comme ça permet aussi d'avoir un outil de gestion au quotidien. Vous vous branchez, vous voyez tous vos comptes ou votre compte bancaire, les flux entrants et sortants, et d'avoir un meilleur suivi et une centralisation des données. C'est aussi, voilà, moi je trouve que c'est aussi une opportunité pour vous d'avoir un outil de gestion au quotidien qui vous facilite la vie et d'avoir une meilleure lecture aussi de votre activité. Même si aujourd'hui vous gérez, vous êtes tous fait par défaut parce que vous n'avez pas accès à ce genre d'outils. Comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir accès à des outils que seules les grandes entreprises pouvaient avoir. Donc d'avoir un tableau de bord de gestion et d'avoir un peu de prévisionnel et de voir un peu ce qui se passe, même si j'imagine que vous êtes tous, vous êtes tous au fait de ce qui se passe dans votre entreprise, c'est aussi une opportunité. Au-delà de l'obligation réglementaire qui s'impose à vous. Pour appuyer ce que dit Laetitia, je vais prendre un petit peu de temps là-dessus, mais et pour prêcher aussi un peu pour ma paroisse et pour Collecto, un exemple typique de gain de temps et d'accès à des choses que l'on n'aurait pas sans sélection d'une PDP. Euh, Collecto propose le rapprochement bancaire. On sait tous que, je sais pas, imaginons que que j'ai un bar, faire du rapprochement bancaire, je prends mes factures, je prends mes achats, et je suis avec mon stabilo le dimanche matin à aller chercher mes factures qui correspondent à mes achats. Et ben, nous, Collecto, la solution est capable de relier une facture d'achat à une facture de vente, de les comparer, et j'ai juste à valider ce rapprochement. Donc en termes de gain de temps, je pense que c'est assez explicite avec cet exemple et d'accès aussi à des solutions qu'on n'aurait pas. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, où on va parler un petit peu plus de comment finalement aborder cette réforme et se poser les bonnes questions. Et on va démarrer par les avantages de la dématérialisation des factures pour les entreprises. Aujourd'hui, effectivement, on va en retrouver sept. Le premier, c'est ce qu'on va appeler l'accélération des cycles de paiement. C'est-à-dire que très clairement, et ça c'est l'expérience finalement de Chorus Pro qui le donne, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont utilisé Chorus Pro et qui ont déjà démarré sur la dématérialisation des factures se sont rendus compte que une fois que la facture est acceptée, ça veut dire qu'elle est conforme, donc ça veut dire qu'elle est rentrée automatiquement dans le circuit de paiement. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on maîtrise beaucoup plus la notion de paiement de la part des collectivités, et ainsi de suite. Là, on aura le même phénomène. C'est-à-dire que les factures qui se seront perdues, c'est pas possible parce qu'à un moment donné, la personne en face l'aura acceptée. C'est-à-dire qu'il aura bien la facture. Et vous saurez exactement à quel moment elle aura été acceptée. Et pareil, ça veut dire qu'ensuite, derrière, elle est rentrée dans un cursus de paiement. C'est-à-dire aussi que par rapport à des notions, on va dire, de recouvrement, et ainsi de suite, euh, vous saurez exactement, on ne pourra pas vous raconter la messe et aujourd'hui, vous saurez que votre facture, elle a bien abouti et qu'elle est bien conforme aux attentes de l'État et de l'entreprise. Le deuxième point, finalement, ça va simplifier et automatiser le traitement des factures. C'est ce que finalement Laetitia et Emeric disaient. C'est qu'aujourd'hui, les outils qui vont nous permettre d'être à la disposition vont permettre de gagner du temps sur cette partie-là, sur le traitement de la facture.
On aura une sécurisation et une fiabilité des données. Ça veut dire que vous saurez pertinemment que les factures qui seront émises seront conformes à la législation, comme celles que vous recevrez sont complètement conformes à la législation, et qu'on sera dans des transactions qui seront hautement sécurisées. Ça va un peu avec le point 1, mais finalement un meilleur suivi des encaissements, parce que comme je vous l'ai dit, vous saurez quand la facture est acceptée, ainsi de suite, et qu'elle est rentrée dans le circuit de paiement, donc vous connaîtrez vos conditions de paiement, et ce qui vous permettra de gérer beaucoup mieux vos encaissements. Le point 5, c'est effectivement, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, c'est que c'est une accélération de la digitalisation de l'entreprise. Là, on pouvait être sur une démarche un petit peu plus artisanale. Là, automatiquement, on va rentrer dans un process qui va être de meilleure facture et qui va vous aider et vous permettre de digitaliser, de mieux digitaliser votre structure dans le sens où cela vous aidera dans votre quotidien, ça fera gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, la problématique que tout le monde a, c'est une problématique de temps. Donc, si j'ai des outils qui sont fiables et qui me font gagner du temps, c'est parfait. Comme je disais, effectivement, la limitation de certains litiges commerciaux, parce qu'on pourra pas vous dire, ah ouais, mais j'ai pas reçu la facture. Ah, mais non, la facture, elle n'est pas conforme. Elle est acceptée, elle est conforme. Donc, on peut pas revenir dessus. Donc, il y a pas mal de choses qui pourraient être simplifiées de ce point de vue-là. Et ensuite, effectivement, une réduction significative des coûts. Alors, avant de me lancer dans un grand débat, je vous ai fait un petit point là-dessus. Selon l'inspection générale des finances, les ministères de l'économie et le cabinet Ernst Young, le coût moyen de traitement d'une facture papier entrante fournisseur est estimé entre 12 et 20 euros. C'est-à-dire le seul fait de réceptionner une facture, ensuite de la traiter, de faire de l'archivage, ainsi de suite, c'est entre 12 et 20 euros. Et pour une facture papier sortante, donc côté client, ce coût est généralement un peu moins élevé, il se situe entre 5 et 10 euros. Vous avez sur le côté droit la répartition du coût moyen pas d'une facture papier entrante. Donc, effectivement, le ministère de l'économie a fait une cote mal taillée à peu près à 13 euros. On a 1,40 € pour la saisie, donc effectivement le fait de ressaisir. 5,40 € pour la validation, donc le fait qu'il y ait dans le circuit de validation. 2,80 € pour le paiement. 1,50 € pour l'archivage, et je reviendrai sur la partie archivage. Et 1,80 € qui est parti pour la gestion des litiges. Si on revient sur la thématique de la facture dématérialisée, aujourd'hui, on estime que le coût de traitement d'une facture électronique sera entre 0,40 et 2 euros. Parce qu'effectivement, le phénomène de saisie n'existe plus. La notion d'archivage, mais qu'on en parlera tout à l'heure, n'existe plus non plus parce que c'est votre PDP qui gérera l'archivage. La notion de validation, elle sera beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, on sera dans un système qui vous permettra de le valider beaucoup plus simplement et beaucoup plus, de manière beaucoup plus rapide. Il y aura toujours la notion de litige encore trouvée derrière, mais peut-être que elle sera moins importante parce qu'on aura réduit certains risques. Et donc, effectivement, on arrive à des coûts qui peuvent être. Et on peut même descendre à 0,45 sur quand on a une chaîne complètement optimisée. Et le coût de la facture sortante, bah aujourd'hui, je ne me suis pas mouillé parce qu'un peu, elle va dépendre de vos besoins et des PDP dont vous allez avoir besoin, que vous allez utiliser. Euh, un point que Émeric et Laetitia n'ont pas dit et qui est important dans le choix d'un PDP, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir certains acteurs qui vont avoir un coût très bas au démarrage en vous disant, vous allez voir ce que vous allez voir, on est les moins chers du marché et qui, par la suite, n'hésiteront pas, une fois qu'ils auront atteint une certaine communauté, à dire, bon, bah, finalement, le prix de la facture, il a augmenté, c'est ça. Donc là, il faut être vigilant aussi sur ce choix-là, d'être sur des acteurs qui vont être le plus réglo possible et qui peuvent garantir des prix pendant un certain temps. Donc ça aussi, ça fait partie de certains critères. Mais effectivement, aujourd'hui, je me mouille pas parce que j'attends de voir un peu les prix de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de pouvoir les donner, mais on sera sur des coûts qui seront largement inférieurs à 5 à 10 euros de facture papier sortante. Et si on ramène sur l'expérience collectivité, un petit focus Chorus Pro, hein, parce qu'il faut savoir que Chorus Pro, effectivement, l'obligation, elle date de 2020. Hein. À aujourd'hui, si on regarde le retour des entreprises, pour eux, ça a été une diminution des délais de paiement, une prise en charge de la facture immédiate, une meilleure gestion des encaissements et une démarche moins lourde qu'il y paraît. Pour beaucoup, quand ils ont dû s'y mettre, ils ont dit, oulala,
qu'est-ce que c'est compliqué, et ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont commencé à le faire, c'était assez simple. Et moi, j'ai pas mal discuté avec des petites structures, toutes petites structures, hein, c'est-à-dire de une à deux personnes. Elles me disent, à aujourd'hui, je reviens pas en arrière avec Chorus Pro, notamment les traiteurs et ainsi de suite, où ils disent aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus simple à traiter, on ne se pose pas de questions existentielles, on sait à peu près quand on sera payé, et on y a gagné beaucoup sur notre gestion de trésorerie. Donc, on est en droit de se dire que effectivement, avec l'expérience, parce que ça fait quand même 5 ans que la démat des factures au niveau des collectivités est en place, on peut se dire qu'effectivement, on va avoir à peu près les mêmes avantages auprès des entreprises. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. On les prendra à la fin parce que peut-être que je vais répondre à quelques-unes. Maintenant, on va parler de l'impact de la facturation électronique sur le fonctionnement de l'entreprise. Euh, À aujourd'hui, et ça j'espère que vous l'avez bien compris parce que c'est important, ça n'est pas qu'une réforme technique. C'est pas le fait que je vais prendre un PDP et voilà, et le problème est réglé, j'ai réglé tous mes problèmes de facture. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réforme qui est à la fois stratégique, ça veut dire que l'entreprise elle va se repositionner et se poser les bonnes questions pour se mettre dans la bonne question. C'est une réforme technique et structurelle. Parce qu'on peut se retrouver à certains moments dans l'entreprise avec plusieurs personnes qui génèrent des factures à avoir une facturation qui n'est pas centralisée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se poser les bonnes questions, se dire, est-ce que je recentralise complètement ma gestion des factures pour que j'ai qu'un seul accès PDP, ou effectivement, je dois gérer des accès à PDP à X personnes. Après, c'est clair, c'est une réforme qui est financée par l'entreprise. Avec l'abandon du portail qui était censé être finalement le Chorus Pro des entreprises, on est très clairement sur une réforme qui est complètement financée par les entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est elle qui va financer le PDP et tout ce qui va aller derrière. L'État va pas s'en mêler. Alors, euh, un point qu'on n'a pas automatiquement abordé, mais je le dis de suite, euh, l'État ne reviendra pas en arrière, il n'y aura pas de report de calendrier. Tout démarrera en 2026, il n'y a pas de problème. Nous, on est en contact avec la DDFIP. À aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de il y a aucun doute là-dessus. Faut imaginer aujourd'hui que pour l'État, cette réforme, certains l'estiment à un gain d'à peu près un point de PIB. Donc pour un État qui cherche de l'argent, aujourd'hui, c'est du pain béni. Et en plus, ça va leur faciliter très clairement la chasse à la fraude à la TVA. Et en plus, ils auront, chose que n'a pas l'État aujourd'hui, un, comment dirais-je, un, un observatoire en temps réel de l'économie française. Donc, c'est-à-dire que l'État va avoir à un instant T le pouls de l'économie, chose que pour l'instant il n'avait pas accès, hormis effectivement par la TVA, mais il n'en savait pas plus sur les échanges qu'il y avait entre entreprises. Donc, bien sûr, c'est une réforme qui impacte la gestion comptable et administrative de l'entreprise. C'est une réforme, comme je disais, qui oblige à s'interroger sur les flux au sein de l'entreprise. Finalement, quelle méthode on va mettre en place, surtout que finalement, plus on va être nombreux, plus ça va complexifier les choses. Donc aujourd'hui, il y aura plein de choses à prendre en compte et se poser effectivement, est-ce que je recentralise ma facturation? Est-ce que j'ai plusieurs personnes qui facturent? Et donc de ce fait, je dois paramétrer mon PDP et beaucoup de choses qui vont avec. Et bien sûr, une réforme qui impacte la digitalisation de l'entreprise. Maintenant, pour se préparer à la réforme, les bonnes questions à se poser. Et avant de se poser les bonnes questions, je vais prendre les 5 erreurs à ne pas commettre. Je crois que le vrai sujet, mais du coup, si vous êtes là, c'est que vous l'avez bien compris. Le premier point, c'est s'en occuper au dernier moment, en se disant, oula, c'est encore loin, été 2026, je m'en occuperai au dernier moment. Et ne pas se sentir concerné. Je pense que ça, c'est une erreur stratégique parce qu'aujourd'hui, c'est une réforme qui est beaucoup moins simple qu'elle en a l'air. Donc aujourd'hui, effectivement, se renseigner, commencer à se poser les bonnes questions, peut-être commencer à se renseigner auprès de certains PDP, ça me semble une démarche qui semble intelligente, pas automatiquement s'engager, mais qui permet de se poser les bonnes questions. Le deuxième point, c'est sous-estimer la complexité du projet et son impact en interne.
effectivement, ce que je disais, je connecte un truc et le problème il est réglé. Pas toujours aussi simple que ça. Parce qu'on va se poser beaucoup de questions sur finalement les outils qu'on va en avoir en interne. Est-ce que la version de l'outil est adéquate? Est-ce qu'effectivement je vais pas avoir des problèmes de compatibilité? Donc beaucoup de problèmes qui peuvent être techniques qui doivent être vus en amont pour éviter certains soucis. Et après, l'autre point, c'est voir cette réforme comme une simple contrainte plutôt comme une opportunité. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, il y a deux solutions quand il y a ce type de réforme. C'est où je m'y oppose et je râle, ou je me dis, bon, j'ai pas le choix, donc comment je fais à transformer cette contrainte en quelque chose de positif pour mon entreprise? Et je pense qu'en le prenant dans cet axe-là, on peut se rendre compte qu'à terme, on peut faire quand même des économies d'échelle qui peuvent être assez intéressantes sur le traitement des factures. Un point qui va être important, c'est effectivement l'archivage légal des factures électroniques. Parce que l'État, aujourd'hui, il part du principe qu'une facture a une validité de 10 ans. Sauf que certains d'entre vous peuvent avoir des garanties de facture, des garanties sur certains, notamment les industriels, qui durent 25-30 ans. Donc ça veut dire aujourd'hui que ma facture, il va falloir que j'arrive à la conserver 25-30 ans. Donc là, il y a un vrai sujet qui est sur la table et sur lequel il va falloir discuter avec le PDP parce que finalement, il faut jamais oublier que l'original de la facture sera la facture dématérialisée. Quand vous l'imprimerez, ça ne sera qu'un duplicata. La valeur légale et la seule légalité, ça sera la facture dématérialisée. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la question d'un moment donné, l'archivage électronique, comment je fais récupérer ces factures, et ainsi de suite. Et bien sûr, là-dessus, ça va être mal choisir ses opérateurs et ses partenaires. Parce que là, on a beaucoup parlé de PDP, mais on a aussi donc les OD qui vont avoir une place très importante parce que c'est vos partenaires informatiques qui vont vous aider en partie à vous mettre sur les rails de cette réforme. Parce qu'effectivement, si on reprend le choix du PDP, qui est un choix stratégique, il arrivera presque au dernier moment. Il faudra d'abord que j'ai toute ma structure informatique qui soit compatible et qui aille bien, et qu'ensuite je vienne connecter derrière le PDP que j'aurais choisi. Donc ça amène de vraies questions existentielles. Et maintenant, si je vous ai fait une petite checklist pour gérer ce projet, le premier point, comme dans tout projet, ben, on doit nommer un chef de projet constituer un petit groupe de travail. Donc très souvent dans une petite structure, il n'y aura qu'un chef de projet, il n'y aura pas de groupe de travail. Mais aujourd'hui, il faut quand même se poser les bonnes questions et notamment, il faut qu'au moins il y ait des gens de la comptabilité et de l'informatique pour qu'on mette un peu tous les enjeux sur la table et qu'on essaye de lister un peu toutes les problématiques qu'il va y avoir. Deux, faut maîtriser le calendrier. Il faut savoir à partir de quel moment je suis impacté par quoi. Là, je sais qu'aujourd'hui, moi, mon obligation en 2026, vous concernant, ça va être la réception de factures. Et c'est là-dessus que je dois me positionner, parce que par la suite, l'obligation d'émission, elle arrivera un petit peu plus tard. Mais effectivement, ne serait-ce que la réception, ça va obliger déjà à se positionner avec un PDP, parce qu'on ne pourra pas faire la réception de facture sans PDP. Deux, trois, ça veut dire réaliser quand même un diagnostic existant. Comme je disais, il va falloir un peu cartographier ces flux de facturation, voir comment on fonctionne en interne, se reposer des questions sur les processus, le circuit interne, le circuit de validation, le volume de facture, parce que finalement, c'est ça aussi, quand vous allez voir un PDP, ça va être une des premières questions qu'on va vous poser. Quel est votre volume de facture? Pour qu'on puisse estimer combien ça va vous coûter et les cas d'usage spécifiques que vous allez pouvoir avoir. Parce qu'en plus, il faut imaginer, surtout si vous êtes en B2B et B2C, qu'il y aura le double phénomène. D'un côté, j'aurai à générer des factures électroniques à destination des entreprises, et de l'autre côté, je ferai du e-reporting. Donc, à un moment donné, il va bien falloir identifier les flux et bien les séparer pour pouvoir faire avoir les bonnes informations à un instant T. Il va falloir évaluer la maturité digitale et les besoins spécifiques. Ben, c'est effectivement se poser des questions sur notre équipement, sur nos logiciels. Est-ce qu'ils sont toujours adaptés? Est-ce que j'ai la bonne version? Est-ce que c'est une version qui va me permettre d'aller aussi loin que je vais vouloir aller par la suite des événements? On verra aussi sans doute que certaines versions, elles permettront de récupérer les fameux tableaux de bord des PDP pour pouvoir les intégrer ensuite, je pense, à certains endroits. Donc il y a beaucoup de questions à se poser par rapport
aux outils qu'on aura déjà et se dire est-ce que ces outils pourront passer le cap de, de cette réforme. D'autant plus moi je le vois quand je vais en entreprise, on a beaucoup d'entreprises aussi qui ont des ERP qui sont très souvent faits maison, donc avec des problématiques qui vont être liées derrière à qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place pour que cet outil fait maison me permette ensuite demain de me connecter à un PDP si je suis dans une logique effectivement de devoir continuer à faire de la facturation par le biais de mon ERP. Donc il y a des vraies questions qui sont posées et sur l'évolution. Et c'est pas des questions qu'on va se poser au dernier moment, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant. En 5, effectivement, il va falloir choisir la solution de facturation électronique adaptée. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir commencer à choisir un peu un PDP. Mais vous voyez ça n'arrive pas de suite, de suite. Il faut d'abord se poser les bonnes questions en interne d'aller choisir ça. Ensuite, il va falloir planifier la migration et la mise en conformité. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va quand même faire des jalons, on va essayer, parce que quand on va devoir faire la bascule, il faut être sûr que tout fonctionne. Donc il va falloir éviter de se dire je bascule tout d'un côté, c'est-à-dire que très souvent on va se retrouver avec des systèmes qui vont fonctionner en parallèle le temps que. On va adapter, harmoniser les processus parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un truc qu'on avait imaginé, finalement il va falloir un petit peu le bouger et ainsi de suite. Pour ceux qui ont des équipes en interne, va falloir se poser des vraies questions et former les équipes et les accompagner. Parce que je prends un exemple aujourd'hui qui va être une vraie révolution, c'est effectivement la vente au comptoir. La vente au comptoir entre professionnels. Avant, c'était simple. J'allais dans une entreprise, je dis ouais, je suis en compte chez vous, je suis telle entreprise CCI. Je prenais le matos, je prenais la facture, j'allais dans la compta. Là maintenant, c'est plus possible. Au meilleur des cas, la personne ira partir avec MBL, mais ça veut dire que derrière, il y aura une facture qui sera automatiquement émise de manière dématérialisée. Donc, sur tous ces petits fonctionnements du quotidien, il va falloir se poser les questions et se dire où rentre quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et du coup, il va falloir former les équipes parce qu'il y a des choses où on fonctionnera plus comme avant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et bien sûr, il va falloir tester, faire quelques tests. Alors aujourd'hui, effectivement, et ça j'en avais déjà discuté avec Émeric et Laetitia, vous aurez aussi un environnement de test chez les PDP, hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus, hein. Pour pouvoir tester des choses, on ne sera pas automatiquement dans le truc, ah ben non, dès le départ, vous générez une facture. Et après, mettre les bons indicateurs de suivi en place, et puis bien sûr, s'assurer que l'archivage légal des factures électroniques, comme je le disais avant, il est bon. Parce qu'on va se retrouver dans un schéma où, bah, effectivement, certains PDP diront bah, moi, je garde les factures que 10 ans et on n'en parle plus. D'autres diront effectivement, je comprends votre problème, on va pouvoir il y aura un système dérogatoire qui va faire qu'on va pouvoir la garder plus. Donc, c'est des vraies questions en fonction de votre activité. Et du coup, vous comprenez bien par rapport à ce que je disais, par rapport à la transformation digitale de l'entreprise, finalement, la facturation électronique, ça n'est qu'une conséquence, mais ça va vous obliger à vraiment réfléchir à tout ça. On va traiter ce projet comme une véritable transformation de l'entreprise avec une gouvernance claire, une implication forte des équipes pour garantir une transition fluide et conforme et aussi permettre à l'entreprise de monter en charge et en compétences. On vous a mis quelques ressources. Là, notamment, une qui est importante, qui est la fac de la DDFIP. Donc, la foire aux questions de la DDFIP, qu'ils remplissent au fur et à mesure, où toutes les questions type, ils les mettent en avant, et toutes les questions qu'ils ont, et ils essayent d'y amener une réponse. Donc, il y a des réponses qui sont des fois un peu sommaires, mais c'est un début de réponse. Vous avez mis ici le lien vers la liste des PDP, immatriculés sous réserve. C'est ça que vous allez voir, c'est immatriculé sous réserve. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de PDP qui soit immatriculé sans réserve. Et après, vous allez voir pour certains d'entre vous, parce que j'ai vu la question d'un bar, il y a des fiches métiers qui ont été faits aussi, qui permettent d'avoir l'angle d'attaque de la dématérialisation des factures en fonction de certains métiers. Je suis commerçant, je suis restaurateur, et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre effectivement de récupérer des éléments, pour vous, des éléments qui vont être intéressants, de vous poser les bonnes questions. Voilà, donc 10h56, parfait, on est dans les temps.
Là maintenant, on va repasser donc aux questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Du coup, Une première question de Payet. La ah oui. facturation auprès des particuliers va-t-elle changer, sachant que l'on fait environ 1000 factures par mois et parfois avec facturier papier? Alors non, elle ne va pas changer parce que vous serez en fait dans ce qu'on appelle le e-invoicing. Vous allez garder votre facturation papier pour les particuliers. Par contre, vous aurez une obligation de déclaration de volume auprès des services de l'État. Après, pour compléter, si je vois que vous disiez parfois facturer papier, si vous envoyez, vous faites aujourd'hui votre devis sur un Word ou un Excel, vous le transformez en PDF, vous l'envoyez par mail, vous pouvez aussi faire tout ça sur votre outil de gestion PDP, parce que vous aurez une boîte mail intégrée et l'envoyer directement. Donc vous aurez tout centralisé, donc ça vous double pas la chose. Et facturer papier, donc j'imagine que c'est vous êtes en mobilité, vous êtes face au client, voilà. Il y a aussi des outils, notamment chez Collecto, une application mobile, vous pouvez le faire tout de suite sur place. Donc voilà, ça peut, c'est j'entends que vous avez des usages aujourd'hui qui correspondent à des obligations d'avant et puis une manière de fonctionner, mais c'est d'où l'intérêt de faire ce que Lilian vous a proposé, de tout poser sur la table, comment on fonctionne aujourd'hui, c'est quoi notre mode de fonctionnement et quels sont les outils qu'on nous propose pour améliorer tout ça. Même ceux qui ont affaire aux particuliers, je boucle après avec la question sur le bar, vous avez aussi des fournisseurs, donc autant que vous ayez tout sur le même endroit. Voilà. Mais je ne sais pas quel type d'activité vous avez, donc, mais sachez que vous avez des solutions pour vous. La deuxième est pour vous aussi. Bonjour. Est-ce qu'un PDP gère l'archivage des factures entrantes et sortantes? Oui, tout à fait. C'est tout l'avantage, c'est que vous avez tout centralisé, le suivi, la création, la réception et également l'archivage. Ça, c'est bon. Comment cela se passe pour un bar? Je comprends pour mes factures fournisseurs, mais toutes les factures clients elles seront traitées une par une ou juste un total. Donc voilà, on y a répondu, effectivement. Ça sera un total à la journée. Ouais. On sera vraiment sur le client final. Ben, vous imaginez bien, aujourd'hui, on pourra pas, les particuliers ne vont pas pouvoir rentrer dans ce système-là, parce que ça veut dire que vous avez un client par particulier, vous êtes un bar avec des gens que vous verrez une fois, que vous ne reverrez plus jamais de votre vie, donc c'est tout juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette logique de e-invoicing pour ceux qui font du B2C, donc vraiment du client particulier, et on sera juste sur une obligation de déclarer un volume. Exactement. Alors, Hugo. J'ai des doutes sur l'évaluation des coûts de traitement, dans les coûts qui sont intégrés, les coûts logiciels, abonnement, formation, mise en place. Oui, alors, je suis entièrement d'accord, Hugo, mais il fallait vraiment qu'on mette des coûts génériques un peu pour parler au plus grand nombre. Mais effectivement, je pense que c'est des coûts, si on les ramène demain à chacun, on sera sur des coûts qui seront un peu différents. Puis, il faut toujours imaginer aussi qu'il y a une mise de base souvent dans ces schémas-là. C'est qu'on a un schéma ou d'installation, formation, et ainsi de suite. Et ensuite, on a un abonnement, très souvent, ainsi de suite. Alors, important, parce qu'on ne l'a pas dit, et ça, je crois que c'est très important, les PDP sont des logiciels en mode SaaS. Donc, ce qui veut dire que dans l'abonnement que vous payerez, il y a automatiquement la notion de maintenance. Mm. Vous ne vous retrouvez pas comme dans des logiciels qui sont en mode réseau, dans lesquels effectivement il y a des mises à jour, des choses comme ça. Les mises à jour se feront automatiquement. C'est l'avantage du mode SaaS pour vous. Ouais, et après, je rebondis aussi sur ce que disait Émeric un peu plus tôt dans notre exposé. La maintenance, l'assistance, etc. C'est aussi l'assistance. Est-ce que vous pouvez, est-ce que le prix que vous payez comprend tout ça? Est-ce que vous pouvez avoir, est-ce que c'est un coût supplémentaire? Est-ce que vous avez accès à un service client qui peut vous répondre? Ou c'est seulement une FAQ que vous cherchez en vain, que vous scrollez pour avoir la réponse à votre question? Voilà, est-ce que vous avez accès à quelqu'un qui va répondre spécifiquement avec votre besoin? Parce qu'on sait toujours que voilà, on rentre jamais dans les cases quand on a un problème. Donc c'est bien de parler à quelqu'un et de pouvoir expliciter sa problématique, soit de prise en main de l'outil, soit de personnalisation, soit parce que votre activité demande voilà, un accompagnement plus spécifique. Il faut prendre ça en compte. Et après, les coûts, ce qui est aussi important, Lilian disait que le coût moyen d'un traitement d'une facture papier, c'était entre 12 et 20 euros. Par exemple, le socle essentiel que évoquait Émeric chez Collecto, il est à 9 euros. Donc déjà, sur ne serait-ce qu'une seule utilisation d'une facture, vous êtes déjà gagnant. Voilà, donc après, c'est à prendre en compte avec votre volumétrie de facture, etc.
Voilà, oui, on vous impose quelque chose, oui, vous allez devoir payer, mais c'est cher, mais par rapport à quoi en fait? Qu'est-ce qu'on met devant pour comparer les prix, hein? Ça va Et prendre en compte. je rajouterais qu'aujourd'hui, on se retrouve finalement dans quelque chose qui peut coûter à l'entreprise dans cette logique de se mettre dans un process de Mm. dématérialisation qu'elle n'avait peut-être pas anticipé, et ainsi de suite. Donc oui, il y aura une mise de base qui pourrait être très chère, mais je reste persuadé que dans le fonctionnement ensuite, il y aura un vrai gain. Un gain autant financier qu'au niveau temps. Exactement. Une SCI familiale qui émet une facture par mois avec TVA devra prendre une PDP. Oui, oui, D'où complètement. l'importance de bien avoir le niveau de volume de facture. Parce Mm. que c'est vraiment souvent ça qui va mettre en exergue vos besoins en termes de PDP. Bah, la question d'après, on boucle avec ça. Est-ce que le prix de PDP dépend du volume de facture, entre autres? Ça peut être l'un des critères. Je prends souvent comme une analogie le début des forfaits téléphones des début des années 2000 où on comprenait rien, tout était incomparable. En fait, il faut se recentrer sur soi et sur vos besoins et sur les besoins de l'entreprise. C'est quoi de volumétrie? Est-ce que vous êtes dans une entreprise de B2B, de B2C, vous faites les deux? Qui va intervenir sur le logiciel? Est-ce que vous avez par exemple des commerciaux qui font des devis, qui l'envoient aux clients? Et après, c'est quelqu'un d'autre qui fait la gestion. Par exemple, nous, chez Collecto, on a des accès différenciés. Donc, votre commercial va avoir un accès, la personne qui fait la gestion, un autre. Et puis, on peut même donner un accès à votre expert comptable pour aller chercher les données dont il a besoin. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment lister la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui, reprendre toutes les étapes que Lilian vous a exposées et se poser la question de c'est quoi mon activité, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mon volume de facture. Et là, ça va vous permettre de faire le tri parmi les 92 PDP. Déjà, l'horizon va un peu s'éclaircir, vous y revenez un peu mieux. Et après, on rentre dans le dur aussi, hein. Le nerf de la guerre, c'est aussi le prix et pouvoir comparer. Mais voilà, mais pour un prix X, qu'est-ce que vous avez en valeur voilà. Est-ce que vous avez une assistance? Est-ce que vous avez un service client qui vous accompagne? Est-ce que les formations sont payantes? Peut-être que le prix sera attractif, mais par ailleurs, plein de petits plus seront payants. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Et ce que disait tout à l'heure Lian, il y a certains prix qui vont être attractifs, mais quid de la vie de ce prix qui va peut-être augmenter à un moment qui vous aura attiré parce que c'est pas cher. Voilà, il faut bien que ça réponde à vos besoins et que vous y gagnez du temps. Parce que si c'est juste pour prendre une PDP, parce qu'on vous oblige à prendre une PDP, voilà, vous avez un peu le vivre mal. Donc, Voilà. à vous Et il y a savoir. un point aussi, ça ils peuvent pas le dire, mais moi je vais le dire, que vous devez regarder, c'est aussi la portabilité. Si vous dites demain, ben, est-ce que je peux changer facilement de PDP? Et complètement, ouais. Voilà. D'ailleurs, Et voir comment les gens réagissent par rapport à cette question-là, en vous disant, ah non, non, ça sera compliqué, ou d'autres qui vous diront, ben oui, effectivement, il n'y a pas de problème de portabilité là-dessus. Donc là aussi, ça veut. euh, Ce qui est important dans votre choix, c'est que vous puissiez vous sentir libre, et comme je dis toujours, il faut que vous travailliez avec des gens que vous sentez et que vous n'achetez pas un prix. Acheter un prix, je pense que c'est ce qu'il y a de pire Mm. dans ces schémas-là. Il faut vraiment acheter une prestation qui ressemble à vos besoins. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous ne faites pas cet état des lieux, vous ne serez pas en capacité d'exprimer vos besoins correctement et de prendre la bonne solution. D'ailleurs, c'est très vrai ce que tu dis, Lilian. Sur la cartographie et l'état des lieux actuel de votre entreprise, c'est aussi important dans le choix de votre PDP de pouvoir avoir confiance en la prise en compte de cette cartographie, de ma base client, de ma base fournisseur, et que ces bases puissent être très simplement intégrées aussi dans votre PDP pour votre gestion quotidienne. Euh, donc, c'est important que vous puissiez avoir la vision au niveau de la PDP que vous allez choisir de comment ils vont s'organiser pour récupérer vos informations et les mettre de manière sécurisée au sein de cette PDP. Chez Collecto, typiquement, c'est lors d'un rendez-vous de qualification avec les experts, vous serez guidé tout au long pour cette transition vers la PDP. Alors, une très très bonne question, et ça je vous laisse y répondre parce qu'elle fait partie aussi de l'obligation légale. Est-ce que les facturations intracommunautaires et extracommunautaires seront prises en compte par les PDP? Oui, alors elles font pas partie, elles sont pas soumises à l'e-invoicing, mais elles sont concernées par l'e-reporting. Donc les PDP devront transmettre au fisc les données essentielles de ces transactions. Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, quand on remonte un peu la genèse, Lilian vous disait qu'on ne reviendra pas sur le calendrier, etc. On est un peu les derniers à s'y mettre en Europe, hein. Il y a d'autres pays européens qui ont déjà mis en place ces réformes. Je pense notamment à l'Italie, qui l'a depuis un certain temps. Même l'Italie qui est citée en exemple. Il faut Oui, savoir qu'aujourd'hui, il y a complètement. deux pays qui sont cités en exemple. Et par rapport à ce qu'on pourrait se dire, c'est pas ceux auxquels on aurait pensé au démarrage. Donc l'Italie en Europe et dans le monde, un pays qui est cité en exemple, c'est le Mexique. Sauf ce qui est Ouais. dématérialisation. Moi, quand j'ai appris ça, j'aurais pas parié un caramel sur les deux. Ouais, donc c'est quand même un mouvement mondial. Là, en l'occurrence pour nous, il y a une réglementation européenne et après qui est déclinée dans chaque pays. Donc tout le monde l'a pris plus ou moins. Nous, on l'a beaucoup reporté. Il y a eu un mois et demi de reporter encore une fois. Il y a des députés qui ont mis un amendement pour essayer de reculer. Bon, même les experts comptables ont pris la parole, ont fait un peu de lobbying en disant bon, bah maintenant on y va parce qu'en fait, quand disait tout à l'heure, Lilian disait d'anticiper et voilà, qu'à un moment il y a une petite période un peu de frottement parce que vous aurez peut-être deux solutions qui coexisteront pour petit à petit prendre en main l'autre solution. C'est pour ça aussi, on a l'impression que c'est loin, 1er septembre 2026. En plus, vous, c'est que pour la réception, etc. Mais je pense que c'est bien aussi par exemple, de commencer 2026 avec un outil dans lequel vous auriez pris en main et commencer l'année sur une année fiscale pleine et avoir tout centralisé. Voilà, vous clôturez 2025 et vous commencez l'année 2026 de façon sereine. Vous aurez adopté un outil et quand vient 1er septembre 2026, bah, pour vous, ce sera indolore parce que vous aurez déjà adopté un outil qui vous convient et que vous aurez adopté dans vos processus internes. Et en plus, c'est aussi se dire aujourd'hui, l'outil que je vais choisir en 2026 sera l'outil dont je me servirai peut-être en 2027, 2028 pour générer la facture. Qu'on ne se retrouve pas aussi sur un outil ou le choix d'un PDP par défaut démarrage parce que j'ai besoin que faire que de la réception. L'idée, ça va être aussi de monter en puissance avec les outils qu'on veut utiliser. Je vois qu'il y a une dernière question, puisque c'est l'État qui oblige à dématérialiser, il serait logique que ce soit l'État qui garantisse l'obligation des plateformes en matière de portabilité, pérennité, sécurité. C'est dramatique de faire supporter aux contribuables ces nouvelles charges. Alors, c'est un peu l'idée quand même avec les matriculations. Bon, c'est un listing technique. Oui, c'est aussi à vous d'être vigilant là-dessus, notamment sur la pérennité des solutions. Alors, j'ose espérer que sur 92, on est tous sous réserve d'immatriculation, donc peut-être qu'il y aura un premier filtre, un premier tamis qui aura fait le tri parmi celles-ci. Mais effectivement, il faut être attentif à cela et se renseigner un peu pour... voilà, donc... on va dire que je prêche pour notre paroisse, mais Mais, faut aussi aller vers des acteurs aussi sérieux qui ont l'habitude de traiter ces données. On parlait de cybersécurité tout à l'heure avec Emeric. Vous allez quand même avoir toutes vos données clients, votre catalogue produits, vos fournisseurs, vos clients, sur Collecto, vous pourrez agréger tous vos comptes bancaires. Donc voilà, donc il s'agit quand même d'être attentif à ce genre de choses, hein. voilà. Mm. Et pour aller dans ton sens, Laetitia, moi ce que je regrette, c'est qu'effectivement, l'État ait laissé faire cette foire d'empoigne d'accumulation aujourd'hui de PDP sans en valider au fur et à mesure. Ce qui aurait Ouais, pu aussi simplifier les choses et dire, voilà, eux ils sont validés, je sais que je peux me poser les bonnes questions. Aujourd'hui, dans le calendrier qu'on n'a pas, c'est quand est-ce qu'ils feront la validation, l'immatriculation finale des PDP. Et ça, il n'y a pas de date qui a été fixée aujourd'hui. Et ça, ouais, Et pour moi, c'est un vrai problème. c'est d'autant plus important qu'on est en train de vous dire que bah, sur l'année 2025, ça va être l'année fiscale complète et l'occasion pour vous de tester des PDP. Donc d'autant plus à prendre en compte lorsqu'on sait que ces PDP sont agréés sous réserve de sélectionner une PDP vraiment pérenne dans le temps pour pas se retrouver un peu perdu à la veille de la réforme si la PDP que vous sélectionnez n'est finalement pas agréée. ouais. Et je peux vous dire que d'ici, enfin, à partir d'octobre 2025, il y a une première levée des réserves sur les Ah, matriculations j'avais qui pas vont la commencer. date. Ouais. C'est tombé hier, Ah, bon, alors je pouvais pas hier. l'avoir. Ok. Ouais, ouais. Donc il y aura voilà, une première sélection parmi les 92 parce que quand on a commencé à faire des présentations de ce genre en janvier, je crois qu'on était une cinquantaine, une soixantaine, donc il y en a encore 30 de plus depuis 6 mois. Donc ça ne cesse de s'accumuler. Donc j'imagine que pour vous, voilà, il y a beaucoup de tri à faire. Donc il y aura un premier tri qui sera fait de façon naturelle en octobre. Ça vous aidera à sélectionner.
Alors, J'en profite, je le, finis juste un point là-dessus sur les PDP. Il fallait imaginer que dans la première partie de la réforme, quand il y avait aujourd'hui le Chorus Pro qui était prévu, il devait y avoir au maximum une dizaine de PDP qui auraient dû être agréés. Ah oui, Pas plus, hein. Donc là, ils ont complètement changé le paradigme et c'est vrai que là, on se retrouve un peu dans ce cafouillage. Une question de Thierry. Vous qui êtes une banque, comment cela va se passer pour l'affacturage? C'est une très bonne question. c'est une bonne question. Alors, tout n'est pas cadré sur les spécificités comme celle-ci. Elles seront prises en compte, en tout cas nous, on le prendra en compte de chez Collecto. C'est des développements qui sont en cours de notre côté. Mais c'est une très bonne question. Mais comme pour les clients B2C, enfin qu'on parlait de bars ou de commerce auprès des particuliers, Lilian disait qu'il y avait l'e-reporting et une fois par jour, vous devrez remonter les informations. Le comment n'est pas encore tout à fait dessiné. Voilà, il y a des travaux qui sont en cours, donc tout n'est pas clair. On en apprend au fur et à mesure et nous, on les intègre au fur et à mesure dans notre solution en ligne. Donc, On va dire que 97% du système est bon et qu'il reste 3% de spécificités qui sont encore en train ouais, d'être ouais. Il y a beaucoup de définies. spécificités. En fait, quand on creuse selon les secteurs, il y a quand même beaucoup de choses particulières euh, et qui doivent être prises en compte. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que les exigences de la réforme répondent au plus grand nombre. Et on va se pencher, maintenant, on va rentrer dans les spécificités qui n'auront pas été prises en compte à aujourd'hui. 11h12, avez-vous d'autres questions? On a déjà fait un bon tour d'horizon, hein. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Comme ça, ceux qui y répondront, on pourra leur envoyer tous les éléments, que ce soit la présentation et ainsi de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore une question, parce que si on ne sait pas y répondre, on vous dira, on se renseigne et on reviendra vers vous. Mais on a quand même vu, je trouve, déjà pas mal de sujets différents entre tout, hein. C'est votre dernier mot? Bah, a priori, c'est le dernier mot. Donc, Émeric et Laetitia, merci beaucoup pour votre participation et d'avoir éclairé les lanternes de tous les participants. Nous, côté CCI, vous savez où nous trouver. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport peut-être aux questions que vous pouvez poser sur la dématérialisation, comment on fait, ainsi de suite. Sachez qu'on travaille beaucoup sur le sujet et qu'on est effectivement en lien avec Collecto et d'autres acteurs pour y voir plus clair. Donc là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et sinon, ben, on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt.